Ok, je crois que nous sommes en ligne. Bonjour à tous, Françaises et Français expatriés donc dans différents pays d'Europe. Bienvenue sur ce webinaire qui aura pour thématique l'investissement en immobilier, thématique qui vous est chère, en particulier dans ces contextes économiques pour le moins incertains qu'on connaît aujourd'hui. Je remercie chaleureusement l'UFE pour l'organisation de ce webinaire. On va essayer de voir du coup dans cette vaste thématique de l'investissement en immobilier, comment investir aujourd'hui dans un contexte particulier, crise sanitaire un petit peu anxiogène, comment investir de manière maligne en immobilier tout en conservant une certaine sécurité et en allant chercher malgré tout de la performance dans son investissement. Donc pour ce faire, on va étudier ensemble la nue propriété dans l'ancien, une solution qui est proposée aujourd'hui par Monetivia, dont je fais partie. Je suis l'interlocuteur de la clientèle investisseur au sein de Monetivia. Je suis moi-même Sabine Delagrange. Et je vous propose de commencer du coup tout de suite. On va faire ça en deux parties. Une première partie pendant laquelle je vais vous présenter la solution et une seconde partie pendant laquelle j'aurai le plaisir de répondre aux différentes questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser le chat qui est fait pour ça. On attaque. Alors, lorsqu'on parle d'investissement immobilier, on pense évidemment intuitivement tout de suite à l'investissement locatif, c'est-à-dire que j'achète un bien pour sa pleine valeur et je vais installer dedans un locataire duquel je vais escompter obtenir quelques loyers, le plus possible évidemment, et c'est ces loyers qui vont caractériser la rentabilité de mon opération. La première observation qu'on peut faire sur ce type d'investissement, c'est qu'évidemment, je me place entièrement entre les mains de mon locataire. S'il n'est pas là, si je suis dans une situation de vacances locatives, c'est la catastrophe, j'ai plus de loyer. Et si je dois le changer de locataire, c'est la même chose. Si j'ai des impayés, si mon locataire n'est pas solvable ou pas de bonne constitution, également, mon rendement s'écroule. Si on prend un tout petit peu de recul, notamment à l'échelle nationale sur le locatif, on constate par ailleurs que les loyers connaissent un certain plafonnement, en tout cas sont jugulés. À Paris, vous avez le plafonnement des loyers. Ça annonce peut-être une tendance sur d'autres grandes villes françaises, une tendance à naître, à venir. En tout cas, vous avez des charges qui, elles, ne font qu'augmenter. Par charge, j'entends toutes les petites dépenses que vous pouvez avoir à droite, à gauche lorsque vous êtes propriétaire d'un investissement locatif. Celles-ci ne font qu'augmenter ces dernières années, voire même décennies, que ce soit la taxe foncière ou les charges de copropriété. Plus 35% en 10 ans, vous l'avez à l'écran, c'est évidemment pas neutre et les loyers n'ont pas suivi la même courbe ascensionnelle. Donc, j'ai un rendement qui se trouve de plus en plus diminué. Une fois que j'ai réussi, malgré tout, à collecter mes loyers et que je me suis acquitté de mes différentes charges, il reste la moulinette fiscale, puisque l'immobilier, en particulier les revenus fonciers, c'est la classe d'actifs la plus taxée en France. Vous avez tout d'abord l'impôt sur le revenu qui peut monter jusqu'à 45%. Vous encaissez un loyer, donc un revenu foncier, donc vous passez à l'impôt sur le revenu potentiellement jusqu'à 45%. Prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Et on va rajouter l'IFI si vous y êtes éligible. Donc, encore une ligne qui va venir grignoter mon rendement. Si j'ajoute à ça, et même si c'est pas quantifiable, mais quand on est expatrié, c'est évidemment un critère important, c'est le temps et l'énergie que je dépense en gestion. Donc, quand je suis expatrié, je suis par définition pas sur place et c'est évidemment beaucoup moins confortable. Ça devient un véritable sacerdoce aujourd'hui de faire un investissement immobilier locatif et un certain nombre de problèmes pour lesquels aujourd'hui il existe malheureusement peu de solutions. Un petit focus sur la fiscalité sur les revenus fonciers avec un exemple chiffré. Si j'achète un bien d'une valeur de 600 000 euros, j'escompte en tirer 21 000 euros de loyer, soit un rendement brut de 3,5%. Je vais perdre avec les différents postes de dépenses dont je dois m'acquitter, qu'on évoquait juste avant, à peu près 20% de ces loyers. Je vais ensuite avoir une fiscalité, en tant que non-résident,
un tout petit peu plus clémente, mais qui sera au minimum de 27,5%. Donc là aussi, je vais perdre 4 620 € sur mes loyers. Ça peut être davantage en fonction des pays d'expatriation. Et j'ai un rendement qui est donc tombé aux alentours de 2%, hein, un rendement net. Si en plus je suis à l'IFI, comme on le disait précédemment, encore une fois, je me retrouve à débourser en fiscalité et j'ai un rendement net qui peut descendre à 1,33%. Bon, il y a un vrai sujet du coup sur le locatif aujourd'hui, en particulier quand on est expatrié. Du coup, la question qu'on est légitimement en droit de se poser, c'est comment investir dans l'immobilier, quelle alternative trouver au locatif, en particulier aujourd'hui. Et ça, la réponse va être apportée ici, présentée sous l'angle de la nue propriété, en particulier dans l'ancien. Alors, qu'est-ce qu'une nue propriété? C'est tout simple. J'achète un bien, mais je vais en acheter les murs uniquement et je vais concéder une période déterminée d'usage à mon vendeur qui va se maintenir dans le bien et qui va me prépayer directement sous forme de réduction de prix cette valeur d'usage, ces loyers. Pour l'espèce, on a pris un exemple avec un bien d'une valeur de 500 000 € et un vendeur qui s'aménage une période d'occupation de 15 ans. Ces 15 ans, on va les valoriser à hauteur de 180 000 €. L'idée, c'est d'avoir un loyer tiré sur 15 ans et on va venir les déduire du prix, de la valeur du bien de 500 000 €, ce qui me permet d'acheter le bien 500 000 € moins 180, pardon, soit 320 000 €. Alors juridiquement, comment ça se passe pour encaisser 180 000 € de loyer dès l'acquisition du bien chez le notaire sous forme de réduction de prix? C'est très simple. En fait, quand on parle de droit de propriété en France, ça recouvre deux prérogatives. La première, c'est la nue propriété. Être nu propriétaire, c'est être détenteur des murs, c'est ce qu'on disait juste avant. Et c'est ça qu'on va venir acheter, nous, en tant qu'investisseurs expatriés. Je vais, de l'autre côté, laisser la seconde prérogative, l'usufruit temporaire, donc délimité, à mon vendeur. On va le valoriser économiquement. C'est l'exercice juste avant qui nous permettait d'obtenir 180 000 € de loyer sur une période de 15 ans. Et on va déduire la valeur de notre prix. On va laisser l'usage au vendeur. L'usufruit étant temporaire, lorsqu'il s'éteint, il rejoint la nue propriété pour former à nouveau la pleine propriété, la faculté de vendre, louer ou occuper son bien. Alors, comment on valorise un usufruit? C'est très simple. Là aussi, c'est en tout cas très méthodologique. On va le valoriser économiquement et on va partir des loyers de marché. Donc, on va fixer le loyer de marché du bien. On va le tirer sur 15 ans, dans notre exemple. Je vais l'augmenter, l'inflationner année par année sur 15 ans et on va l'actualiser. L'actualiser, c'est pour tenir compte du fait que j'encaisse aujourd'hui 15 ans de revenus futurs et je les encaisse tout de suite aujourd'hui. Ça, c'est l'actualisation. J'applique là-dessus un ratio de charges, travaux, taxes, ce qui vous permet de ne plus rien payer en matière de charges, travaux, taxes pendant toute la durée du démembrement. Résultat, j'ai une décote importante qui est constituée par tous mes loyers que j'encaisse sous forme de réduction de prix. Le démembrement étant temporaire et mon usufruitier, mon vendeur étant un senior et ne connaissant pas avec certitude la date de son décès, il y a à partir de là deux scénarios qui sont possibles. Le premier, c'est que ça se termine plus tôt que les 15 ans dont on avait convenu et on est dans un cas de récupération anticipée. C'est la première bonne nouvelle. Je récupère immédiatement mon bien et donc je deviens plein propriétaire immédiatement. Je vais pouvoir tout de suite soit le revendre, dégager une plus-value, soit le mettre en location et en tirer un revenu. La deuxième conséquence, si on dit par exemple que cette récupération intervient au bout de 10 ans, la deuxième conséquence, c'est que j'ai encaissé 5 ans de loyer en trop. J'ai un trop perçu de 5 ans de loyer. À partir de là, plutôt que de rembourser 5 ans de loyer, le principe de la solution, c'est de dire si je dois rendre, je rends, mais je ne rends pas tout. Je vais conserver un tiers des loyers, un tiers du trop perçu. Là, ça fait mécaniquement grimper ma rentabilité. Le second scénario qu'on peut voir, c'est au contraire, le vendeur est toujours en vie au bout de nos 15 ans, à la fin de notre usufruit, et il va en quelque sorte demander à prolonger son bail dans le bien. À partir de là,
vous n'avez pas récupéré le bien et vous êtes, du coup, il y a une assurance qui nous est fournie par Allianz qui va vous indemniser tous les mois et qui va donc venir protéger la rentabilité de l'investissement puisque mois après mois, je perçois une mensualité, je perçois une rente qui vient me fournir un revenu à date versé par un institutionnel et surtout qui vient protéger ma rentabilité. En synthèse, cette solution qu'on appelle le contrat Monetivia, c'est un démembrement temporaire, donc délimité dans le temps, couvert par une assurance si vous n'avez pas récupéré le bien. Donc à partir de là, soit ça se termine plus tôt, j'ai une rentabilité qui augmente, soit ça se termine plus tard et je suis protégé dans ma rentabilité, dans mon opération, dans mon investissement. Alors à partir de là, on a évidemment une super visibilité sur son investissement, ce qui en fait un couple rendement-risque plus optimaux. Et notamment, premier avantage qu'on peut citer sur cette solution d'investissement nue propriété dans l'ancien, c'est que j'ai encaissé immédiatement tous mes loyers, 10, 15, 20, 25 ans de loyer, encaissés immédiatement sous forme de réduction de prix. Les loyers sont donc sécurisés, je ne dépends plus de mon locataire pour me payer comme c'était le cas dans le locatif. Ils sont également nets d'impôts, ils ne sont pas fiscalisés puisque je les ai perçus sous forme de réduction de prix. Ce n'est pas un revenu foncier qui passerait par la case déclaration d'impôt et imposition sur le revenu. Ma plus-value imposable lorsque je récupère le bien et que je le revends, elle est également défiscalisée à hauteur de la décote. Je m'explique. J'achète 60 un bien dont la valeur de marché est de 100. Lorsque je le récupère et que je le revends, sans même considérer que le marché est augmenté, je vais le revendre 100. Toute ma décote, donc les 40% de plus-value que j'ai réalisé, sont nettes d'impôts, puisque le fisc va retenir un prix de revient de la pleine propriété de 100. 100 moins 100 égale 0. La taxe foncière, les charges de copropriété, toutes ces petites dépenses qu'on avait tout à l'heure dans le locatif sont pour l'usufruitier et de ce fait, je n'ai pas à les payer pendant toute la durée de démembrement. Et enfin, les frais de notaire, je vais également économiser sur ce poste puisque là aussi, je présente au notaire une assiette réduite qui est l'assiette de la nue propriété, donc 60 par exemple, dans mon exemple, pour un bien qui a une valeur de 100. Et je vais donc économiser, les frais de notaire c'est 7,5%. Je vais économiser 7,5% sur toute ma décote, donc toute la différence de valeur entre ma nue propriété et ma pleine propriété. Enfin, et c'est évidemment confortable lorsqu'on est expatrié, c'est que j'ai aucun souci de gestion, ce qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable pour opérer à distance. Je signe chez le notaire et rendez-vous le jour où je récupère. Voilà, pas dérangeant. Nue propriété dans l'ancien, donc c'est un couple sécurité et performance. Pourquoi sécurité? Parce que j'ai acheté un actif tangible, de la pierre, de l'immobilier, placement préféré des Français, qui est un marché extrêmement résilient. On l'a vu par exemple avec la crise sanitaire, le marché immobilier a perdu en volumétrie, mais les prix n'ont pas reculé. Ils ont tout juste arrêté d'augmenter. Un actif concret, tangible et surtout sécurisé puisque je l'achète avec une décote. J'investis 60 de fonds propres, ainsi que vous pouvez le voir à l'écran, pour un bien dont la valeur est potentiellement de 100. Donc ça veut dire que si que mes fonds propres soient attaqués, il faut que le marché ait perdu 40% de sa valeur. Évidemment, à côté de l'investisseur qui aurait fait un locatif, qui aurait perdu déjà énormément de fonds propres, vous êtes protégé, c'est un garde-fou. La rentabilité, elle est sécurisée dès l'achat et elle est meilleure qu'en locatif puisque sans fiscalité. Et enfin, je possède un effet de levier sur l'évolution du marché puisque j'investis 60, mais je récupère à terme 100. Et si le marché a pris 10% par exemple, je récupère pas 70, je récupère 110. Donc, c'est bien ma valeur de l'assiette de ma pleine propriété qui va bénéficier de la hausse du marché. Ce qu'il faut donc en retenir, actif tangible, parce que j'achète de l'immobilier, j'ajoute une belle pierre à mon patrimoine, je l'achète avec des cotes, c'est mes loyers garantis, directement encaissés sous forme de réduction de prix. C'est un produit à capital quasi garanti, puisqu'on l'a dit, pour que mes fonds propres
soit attaqué, il faut que le marché ait perdu toute la valeur de ma décote. Uniquement à partir de là, mon capital peut être touché. Je perçois 100% de la performance puisque je suis propriétaire en direct de mon bien. J'ai encaissé tous mes loyers, 100%, et je bénéficie également de 100% de la hausse du marché si le marché a augmenté, monté quand je récupère mon bien. Il n'y a pas du tout, comme sur d'autres produits d'investissement, les CPI par exemple, où je ne suis pas propriétaire en direct, ou les produits financiers où je vais me faire ponctionner des frais de gestion année par année. Là, il n'y a pas du tout de ça, vous êtes propriétaire en direct d'un bien immobilier. Enfin, et c'est caractéristique de la nue propriété, c'est évidemment un investissement de long terme. Vous avez évidemment compris que lorsque j'investis en nue propriété, plus je vais chercher une durée longue, plus j'encaisse de loyer, plus ma décote est importante, et donc plus le modèle est intéressant. Et surtout, si je pars sur un investissement de 15 ans, il ne faut pas que j'ai besoin de récupérer mes fonds par anticipation. Il ne faut pas que je compte dessus. Un petit cas pratique pour illustrer tout ça. Alors là, vous avez quelques photos au passage des opérations qu'on a récemment dénouées au sein de Monetivia. Donc, vous voyez que la typologie d'actifs, elle est extrêmement variée. Hein. Ça peut aller de l'haussmannien parisien, extrêmement patrimonial, très résilient, à la villa avec piscine à Saint-Tropez ou encore l'immeuble un peu plus 70s dans la couronne, dans la périphérie parisienne et qui profiterait du développement du Grand Paris, par exemple. Alors, un exemple, du coup, Paris, 5e arrondissement, on est boulevard Saint-Michel, 108 mètres carrés, un usufruit de 22 ans. Donc, ça, c'est la période que mon vendeur s'aménage, période d'occupation que mon vendeur s'aménage dans le bien, et ce qui nous permet d'acquérir le bien avec 47% de décote. Comment on fait pour acheter moitié prix boulevard Saint-Michel à Paris? C'est très simple. Là, vous avez un bien d'une valeur d'1 560 000 euros et on va pouvoir l'acheter 830 000 euros parce que on a retiré 22 ans de loyer. Donc, vous voyez le graphique qui est au milieu. Vous voyez que le loyer commence à peu près à 50 000 euros la première année et que je l'inflationne à hauteur d'1,5% par an sur 22 ans pour atteindre quasiment 69 000 euros en année 22. Tout ça nous génère une masse de loyer qu'on actualise et à laquelle on retire le ratio de charge dont on parlait tout à l'heure, ce qui me donne 783 000 euros de loyer que je vais encaisser tout de suite sous forme de réduction de prix. Valeur de la nue propriété, 777 000 euros. Honoraire Monetivia, 3,40% dans le cas d'espèce. Prix de présentation de la nue propriété, 830 000 euros pour un bien d'1 560 000 euros. Ici, vous avez le scénario de récupération anticipée. Alors, évidemment, pas année par année parce que faute de place sur la diapositive, mais en tout cas, tous les 5 ans, vous voyez par exemple en année 10, donc en cas de récupération en année N, on va prendre la colonne année 10. Valeur de l'usufruit résiduel, ça c'est mon trop perçu de loyer si ça se déboucle en année 10. 520 000 euros, j'ai encaissé 520 000 euros de loyer en trop. On applique là-dessus un abattement, je conserve un tiers, je ne rends que 348 000 euros. Prix total de revient de l'appartement, qui avait une valeur, je le rappelle, d'1 560 000 euros. Prix total, 1 178 000 euros. J'ai ainsi acheté l'appartement avec une décote de 29% en ayant patienté seulement 10 ans. Et j'ai donc généré presque 400 000 euros net d'impôts directement dans ma poche au travers de cette opération, et ce, sans même, hors évolution du marché. Si le marché augmente, c'est de la performance supplémentaire. Comment on fait pour investir en une propriété? Évidemment, on se rapproche de Monetivia. Monetivia, c'est une société spécialisée en immobilier et en ingénierie patrimoniale. On est expert en démembrement de propriété, c'est pour ça qu'il est nécessaire le bagage en ingénierie patrimoniale, et c'est notamment pour ça qu'Allianz, premier assureur européen et deuxième assureur mondial, nous a sélectionnés pour distribuer le produit d'assurance qui couvre la non-récupération potentielle du bien. C'est un partenariat exclusif. C'est une solution qui est packagée, qui vous permet de vous affranchir de ces contraintes en matière de locatif traditionnel et surtout d'échapper à la fiscalité sur les revenus fonciers. La nue propriété, à quoi ça sert?
le premier objectif d'un investisseur en nue propriété, c'est évidemment de se constituer du patrimoine ou de préparer sa retraite, c'est-à-dire que j'investis aujourd'hui pour bénéficier plus tard de mon gain, du capital que j'aurai généré, soit par une revente du bien et du coup l'encaissement de ma plus-value sans fiscalité, soit parce que j'escompte tirer du bien un complément de revenu à date. Alors, soit j'ai récupéré le bien, je le mets en location, soit je n'ai pas récupéré le bien et j'ai la rente qui m'est versée par Allianz tous les mois. Ça fait un excellent produit retraite, par exemple. Le deuxième objectif à laquelle la nue propriété répond parfaitement, c'est évidemment l'optimisation en matière de transmission, puisque, encore une fois, toujours le même jeu d'assiettes. Je présente une assiette réduite, qui est l'assiette de la valeur de la nue propriété, donc 60, par exemple, pour un bien d'une valeur de 100. Je vais présenter cette assiette pour payer les droits de transmission, alors que mon bénéficiaire, lui, récupérera bien à terme un bien d'une valeur de 100, voire un peu plus si évidemment le marché a monté. Super outil en matière de transmission. Et enfin, ce qu'on peut également s'en dire, c'est un usage futur. On quitte un tout petit peu le champ de l'investissement, donc un léger bémol là-dessus pour un usage futur personnel, pas trop mettre de projection. Ça peut fonctionner pour une résidence secondaire. J'achète une belle villa sur la Côte d'Azur pour y passer une retraite dorée. Pourquoi pas en résidence secondaire? En résidence principale, on le recommande pas, tout simplement parce que au vu des durées de l'horizon de récupération du bien, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je le redis, il est évident que ça vous amène à spéculer sur vos besoins en matière de logement à long terme, et c'est évidemment pas optimal. Vous savez pas où est-ce que vous en serez, ni sur un plan personnel, ni sur un plan ne serait-ce que géographique, dans 15 ans. Voilà, on parle plutôt d'investissement coffre-fort. J'investis ce capital, je prends date et je récupère ça plus tard, à terme, lorsque j'en aurai besoin, et je dégage ma plus-value à ce moment-là. Un mot pour ceux qui connaissent la nue propriété par le neuf. C'est un marché différent, évidemment, de l'ancien. Ça existe depuis le début des années 2000. Bon, alors un petit distinguo entre le marché du neuf et de l'ancien. Quand vous achetez dans le neuf, vous achetez évidemment plus cher parce que c'est neuf, tout d'abord. Tandis que dans l'ancien, c'est très facile d'aller comparer sur les différentes plateformes immobilières si on est dans le prix du marché ou pas. Il suffit d'aller consulter les transactions récentes qui ont été faites dans la rue, dans le quartier, dans l'immeuble, pour savoir si le prix est cohérent ou non. Ensuite, dans le neuf, c'est un promoteur qui monte un programme immobilier qui va vendre l'usufruit à un bailleur social et du coup, l'appartement sera loué en fait en logement social. Tandis que dans l'ancien, évidemment, l'idée, c'est d'avoir notre senior, notre vendeur, qui reste dans le bien. Souvent, il y vit depuis longtemps, il est attaché au bien, il fait l'opération pour pouvoir se maintenir justement dans le bien. Et on espère, on attend de lui qu'il apporte un soin plus particulier au bien, puisqu'il y est attaché, plutôt qu'une somme, une accumulation de locataires dans le neuf. Voilà. Les localisations, évidemment, sont très différentes, puisque le promoteur, lui, il a une problématique de foncier pour sortir son programme immobilier, donc il va plutôt aller en périphérie des grandes villes, deuxième, troisième ceinture autour des grandes villes, alors que dans l'ancien, vous pouvez aller chercher vraiment les quartiers qui vous tiennent à cœur et du cœur de ville. C'est notamment ce qu'on essaye de proposer le plus possible, parce que ça a une vraie valeur patrimoniale et une vraie valeur en termes de liquidité lorsque vous récupérez. Le neuf, c'est présenté généralement comme un produit de défiscalisation. L'ancien, par opposition, on est plutôt sur un investissement patrimonial. Encore une fois, je mets une belle pierre dans mon patrimoine et je la laisse se revaloriser avec le temps. Voilà. Vous avez également un programme plutôt en bloc côté neuf, puisque évidemment,
le programme immobilier concerne plusieurs dizaines, quelquefois plusieurs centaines de lots. Tout est commercialisé en même temps. Les nues propriétés sont sur la même durée et du coup, tout le monde récupère en même temps et remet son bien sur le marché en même temps. Là où dans l'ancien, au contraire, vous pouvez aller chercher, picorer un petit peu dans les différents secteurs géographiques et en fonction des typologies, on l'a vu tout à l'heure, d'actifs qui peuvent plus vous convenir que d'autres. Un mot pour ceux qui souhaiteraient faire financer leur opération d'investissement en nue propriété dans l'ancien. C'est possible, quelques conditions cependant, ce serait facile. La première condition, c'est évidemment de pouvoir proposer une garantie déplacée à la banque. La banque ne prendra pas l'appartement que vous achetez en nue propriété comme garantie. Elle hypothéquera pas cet appartement. Il faut donc lui proposer une garantie déplacée. Ça peut être une garantie financière. J'ai du cash en banque sur un contrat d'assurance vie, par exemple. Je propose ça à ma banque, elle prend ça et elle me finance. Ou une garantie immobilière, ancienne résidence principale en France, résidence secondaire, investissement locatif, pourquoi pas. L'idée étant simplement de pouvoir déplacer cette garantie et surtout qu'elle soit en France. Donc, il faut avoir du patrimoine constitué en France et il faut, malheureusement, les banques ne prêtent plus à 100%, donc il faut pouvoir mettre un peu d'apport, donc avoir un minimum de fonds propres. Voilà, vous l'avez compris en synthèse, la nue propriété, c'est une solution qui répond à pas mal des problématiques qu'on a lorsqu'on est expatrié. Un investisseur sur 4 aujourd'hui chez Monetivia est expatrié parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, notamment le fait d'avoir évidemment pas de gestion locative à s'acquitter. Donc je peux investir et ne pas avoir besoin d'être sur place. J'ai également pas de flux financier qui pourrait être un petit peu confusant lorsqu'on n'est pas résident fiscalement ou même avoir des dommages collatéraux, des effets de bord sur le plan fiscal. Et surtout, ça permet sereinement, aujourd'hui, en particulier dans un contexte un petit peu bouillonnant, contexte économique assez difficile, ça permet surtout sereinement de prendre date dans un marché, d'acheter avec toute la protection qu'on a vue tout à l'heure, ne pas se laisser dépasser, ne pas laisser le train passer et voir son investissement se capitaliser, se revaloriser d'année en année. Et récupérer ça lors de notre retour en France, par exemple. Voilà, je vous propose du coup maintenant de répondre aux questions s'il y en a. Alors, je vois qu'il y a une première question de Louise. Quel type de biens proposez-vous et peut-on les visiter? Alors, je réponds tout de suite à la seconde question. Évidemment, oui, vous pouvez les visiter. Hein. Tous nos biens sont consultables déjà sur le site de Monetivia et vous pouvez en plus, bien sûr, les visiter avant d'acheter. Type de bien, vous avez vu que c'est très varié en termes de typologie. Ça peut être, comme on disait, une maison sur la Côte d'Azur ou bien de l'haussmannien parisien, très patrimonial, très résilient, ou des immeubles plus avec un peu plus, où on va chercher plus de développement urbain. Par exemple, je citais tout à l'heure le Grand Paris, on a beaucoup de biens en couronne parisienne, en périphérie parisienne, qui vont bénéficier de ce développement. Ensuite, la question de Gabi, si on veut prendre plus de risques, est-il possible de laisser un usufruit à vie au vendeur? Alors oui, tout à fait. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très intéressant puisque effectivement, on peut laisser au vendeur un usufruit à vie et non plus un usufruit temporaire. Ça génère évidemment un aléa puisque si l'usufruit est à vie, ça sous-entend que je récupère au décès. Donc, je fais une très bonne opération si le décès intervient très rapidement. Je fais une mauvaise opération si le décès intervient plus tard que ce que j'escomptais, plus tard que ce que mes projections économiques m'autorisaient. Mais c'est possible, oui, on en propose. Question d'Adeline. Que se passe-t-il si on n'a pas la trésorerie pour verser le complément de prix aux héritiers en cas de décès prématuré de l'usufruitier? Alors, le complément de prix, évidemment, pas de panique, vous avez tout à fait le temps de verser ce complément de prix. Il n'y a pas de date délimitée, vous avez 6 mois pendant lesquels vous êtes entièrement tranquille et vous avez le temps de revendre le bien
par exemple, pour venir vous acquitter de ce complément de prix. Et c'est possible également de tirer plus loin que les 6 mois. Question de Philippe. Peut-on revendre le bien pendant la période de démembrement? Oui, c'est tout à fait possible. Il existe un marché secondaire de la nue propriété. Alors, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, j'ai donc acheté une nue propriété 15 ans. Au bout de 10 ans, je souhaite la revendre. Je revends donc une nue propriété 5 ans qui me permet d'aller jusqu'au terme de l'usufruit temporaire dont on avait convenu. Pouvez-vous commenter, alors question de Versavo, pouvez-vous commenter le calcul de l'impôt sur la plus-value à terme? Alors c'est très simple, en fait, le fisc va retenir la valeur de la pleine propriété au moment de l'acquisition. Pourquoi? Parce que j'achète une nue propriété et je revends une pleine propriété. Donc le fisc va chercher la valeur de la pleine propriété au moment de l'acquisition. Et il va faire le différentiel à partir de là. Donc j'achète 60 nues propriétés, un bien qui vaut 100, pleine propriété. Je le revends dans 10 ans, admettons que le marché est pris 1% par an, je le revends donc 110. 110 moins 100, plus-value, 10. Vous n'aurez de la fiscalité que sur les 10%. Les 40 de la décote sont entièrement nettes d'imposition. Question de David. Quelle est la durée typique de ces investissements? On a un petit peu de tout. Le plus court qu'on ait actuellement au moment où je vous parle, c'est 7 ans et le plus long qu'on ait, c'est 24 ans. Je ne dis pas de bêtises. La moyenne, c'est vraiment entre 10 et 20 ans. Question de Karen. C'est possible d'avoir un prêt immobilier d'une banque en France pour financer cet achat, même si je ne réside pas en France? Oui, absolument. Ce que je disais sur le slide précédent, l'enjeu, c'est, enfin, la seule difficulté qu'il convient d'anticiper, c'est cette histoire de garantie, pour pouvoir fournir une garantie déplacée. Mais oui, on peut tout à fait vous accompagner sur les questions de financement. On est tout à fait équipé pour ça. Question d'Adeline. Pouvez-vous réexpliquer ce qui se passe si l'usufruitier est toujours en vie à l'expiration de l'usufruit? Dans quelle situation le bien ne peut-il pas être récupéré? Alors, si l'usufruitier est toujours en vie à l'expiration de l'usufruit, donc à la fin de notre démembrement, il y a une assurance qui va s'enclencher si vous n'avez pas récupéré le bien. C'est-à-dire que le senior, le vendeur, peut indiquer vouloir rester dans le bien, sinon vous le récupérez et l'opération évidemment se déboucle, mais vous avez effectivement cette possibilité. Il peut souhaiter se maintenir dans le bien et à ce moment-là, vous êtes indemnisé par Allianz. Dès la 16e année, dès la 15e année plus un mois, vous allez percevoir une rente versée par Allianz qui vient indemniser le fait de ne pas avoir récupéré le bien. Qui paye l'assurance Allianz? C'est le vendeur qui paye l'assurance Allianz lors de la signature chez le notaire. Il remplit directement le bulletin de souscription chez le notaire et il va également verser la prime unique directement chez le notaire. Alors, pourquoi, c'est peut-être la question sous-jacente, pourquoi le vendeur accepte de payer une assurance qui est finalement à votre bénéfice? C'est parce que dans le cas où il est toujours en vie à la fin du démembrement, et qui ne souhaite pas se maintenir dans le bien, on peut imaginer que pour des raisons pratiques, c'est plus tellement adapté à lui et il vaut mieux qu'il parte dans un environnement plus adapté comme une maison de retraite par exemple. Il sera forcément nonagénaire au moment où le démembrement s'arrête. Et bien à ce moment-là, c'est lui qui va percevoir la rente Allianz. Donc ça fait office de prévoyance pour lui, tandis que vous avez récupéré votre bien et vous avez du coup généré soit une plus-value, soit un loyer. Question de Steven. Bonsoir Samy, qui décide de la longévité de l'investissement, 10 ans, 15 ans par exemple? Que se passe-t-il s'il y a changement de locataire? Enfin, qui garantit le maintien du bon état du bien immobilier sur les années? Merci Steven. Alors, sur la durée de l'investissement,
typiquement, on essaye de, enfin, d'ailleurs, en pratique, c'est pas on le fait, d'avoir un usufruit qui se termine au minimum aux 92 ans du vendeur, du senior, tout simplement parce que ça nous permet, premièrement, d'être très avantageux pour l'investisseur. On va plus loin que l'espérance de vie et donc on génère plus de décotes, premièrement. Et ensuite, Allianz couvre le risque à partir de 92 ans. Tout simplement. Que se passe-t-il s'il y a changement de locataire? Il ne peut pas y avoir changement de locataire. L'usufruit, c'est un droit qui est personnel, donc il ne peut pas céder son usufruit. Voilà, peut-être que j'entends pas bien la question, mais il ne peut pas céder son usufruit en tout cas. Enfin, qui garantit le maintien du bon état du bien immobilier sur les années? On inscrit évidemment à l'acte notarié le fait que le vendeur doit assurer une occupation et un entretien bourgeois, et donc en bon père de famille du bien. Question d'Alicia, est-il possible d'acheter plusieurs biens pour jouer la diversification? Évidemment, Alicia, c'est tout à fait possible. C'est même une excellente approche en termes d'investissement. Si vous avez un budget conséquent, pourquoi pas mutualiser, aller chercher différentes typologies d'actifs dans différents secteurs géographiques et pourquoi pas avec différentes durées également. Comme ça, je me constitue un portefeuille de nue propriété. J'en récupère un en année 10, je génère une plus-value, un autre en année 15, je génère une autre plus-value, je réinvestis mes fonds. Enfin, voilà, c'est effectivement, ça fait sens. Question de François. En cas de gros travaux prévus lors de la période de démembrement, qui est responsable de faire les travaux et à qui en sera la charge? Alors, excellente question, François. Les gros travaux sont le seul poste de dépense que vous êtes susceptible d'avoir pendant la durée du démembrement. Ça, c'est l'article 606 du Code civil qui le détermine et qui fixe la répartition des charges entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Alors, l'usufruitier, par principe, il a tout, à l'exception des gros travaux. Qu'est-ce qu'on met dans les gros travaux? Là encore, c'est l'article 606 qui le détermine, c'est le clos et couvert, donc la structure et la toiture de l'immeuble, et uniquement ces postes-là, c'est-à-dire que un ravalement de façade, typiquement, c'est pas pour vous, c'est pour l'usufruitier. La réfection des parties communes, le changement d'un ascenseur, etc., tout ça, c'est du cosmétique. C'est pas pour le nu propriétaire. Le nu propriétaire, c'est vraiment ce qui va toucher au mur porteur, à la structure, et ce qui va toucher à la toiture. Question de Emma. Quelle est la taxation si l'on meurt pendant le démembrement? Alors, j'imagine que vous visez les droits de succession, finalement. Donc, les droits de succession, c'est ce qu'on disait, la nue propriété, c'est un excellent outil en matière de transmission. Du coup, alors, pourquoi? Parce qu'on présente, encore une fois, au notaire une valeur réduite, celle de la nue propriété, alors que la valeur sous-jacente du bien est évidemment celle de la pleine propriété. Donc, vous avez un effet d'assiette réduite et une taxation réduite plus avantageuse que si vous aviez le même bien, mais en pleine propriété. Est-ce un investissement adapté pour une SCI familiale? Alors, la question est remontée, je n'ai pas le prénom, mais oui, tout à fait. La seule limite à ça, c'est que la SCI, c'est mieux si elle est à l'impôt sur le revenu, parce que vous bénéficiez de la fiscalité qu'on a évoquée. Si elle est à l'impôt sur les sociétés, ça peut être un peu moins intéressant, ou alors il ne faut pas l'amortir comptablement. Mais si vous l'amortissez comptablement, vous n'allez pas avoir la même imposition sur la plus-value, la même absence d'imposition sur la plus-value en revendant, ou alors il faut le vouloir pour faire du locatif. Il faut vouloir le bien en locatif. Question de Julien. Est-ce que Monetivia a un portefeuille d'appartements à vendre en nue propriété? Sinon, quels sont les canaux principaux pour un achat de ce type? Oui, absolument. Vous pouvez aller sur le site de Monetivia, il y a déjà des biens qui sont évidemment présentés, qui sont en vitrine et sur lesquels vous pouvez nous contacter si vous repérez quelque chose. Sinon, quels sont les canaux principaux pour un achat de ce type? Écoutez, mes coordonnées qui s'affichent à l'écran. Question de Karen. Donc, l'immobilier que j'ai hors de France ne peut pas être une garantie immobilière? Hélas, non, Karen. Je ne prends pas beaucoup de risques si je vous dis non. Les banques, aujourd'hui, un
un peu de mal à sortir des clous, ça va être très compliqué. Question de Violette. Bonsoir, quelle est la liquidité de la nue propriété? Est-il possible, en cas d'imprévu, de vendre la nue propriété à un tiers? Oui, tout à fait. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut revendre une nue propriété en cours de route. Évidemment, c'est pas pour ça qu'on investit en nue propriété. Hein. Il ne faut pas, encore une fois, partir sur une nue propriété de 25 ans et vouloir la revendre au bout de 5 ans. Mais si vous avez un besoin urgent de fonds, oui, vous pouvez revendre votre nue propriété. Ça, c'est possible, bien sûr. Question de Jean-François. Peut-on financer l'achat en nue propriété par emprunt hypothécaire? Oui, Jean-François, c'est tout à fait possible, à la seule condition, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir cette fameuse garantie déplacée. Donc, si vous avez un autre bien immobilier libre de dette, vous pouvez le proposer en garantie à votre banque pour peu qu'il ait la même valeur que la nue propriété que vous vous apprêtez à acheter. C'est quelque chose de possible. Question de Marie-Françoise. Que se passe-t-il si le propriétaire décède avant l'usufruitier? Ça va rentrer dans l'actif successoral et du coup, ce sont vos héritiers qui vont hériter de la nue propriété. Je reprends mon exemple de 15 ans, d'une nue propriété 15 ans. Si j'ai des héritiers et que je décède en année 10, ils vont hériter d'une nue propriété de 5 ans. Voilà. Et évidemment, avec beaucoup moins de droits à payer sur la nue propriété, puisque, encore une fois, je présente une assiette réduite au notaire la valeur de ma nue propriété, la valeur fiscale de ma nue propriété, plutôt que la valeur de ma pleine. Question de Camille. Bonsoir, enverrez-vous votre présentation après ce webinaire? Oui, tout à fait Camille. Vous allez recevoir, tous les inscrits, si je ne m'abuse, reçoivent la vidéo. Donc oui, tout à fait. Question d'Isabelle. Quel est le budget minimum? Alors, ça dépend des opportunités qui peuvent rentrer en portefeuille chez Monetivia. À l'heure où on se parle, notre bien le moins cher, c'est 155 000 €. Question de Daniel. S'agit-il d'un éventail de biens dont vous disposez ou peut-on vous soumettre un bien que nous avons identifié et dont nous attendons que vous nous aidiez à mettre en place le démembrement pour une nue propriété? Les deux, Daniel, les deux sont possibles. Effectivement, vous avez déjà un éventail de biens, hein, ce qu'on a aujourd'hui à la vente. Mais si vous voulez monter ce montage, cette opération, cette typologie d'investissement sur un bien que vous avez déjà repéré, si le vendeur est d'accord, c'est possible. Question de Steven. Autre question, je suis totalement détaché de la France financièrement, en Suisse, faut-il avoir un compte bancaire établi en France nécessairement? Non, c'est plutôt non, pas du tout. Pas du tout. J'allais vous dire garantie en France si vous faites financer, mais sur un achat au comptant, pas besoin de RIB français. Question de David. Est-ce qu'une maison peut être sortie de la succession si elle est léguée en nue propriété à un héritier? La nue propriété, oui, alors oui, effectivement, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà la nue propriété parce qu'ils ont hérité de la nue propriété de leurs parents ou qu'elle leur a été transmise. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la nue propriété, c'est un excellent outil de transmission. Après la question, oui, évidemment, si vous léguez la nue propriété à vos héritiers, il vous reste que l'usufruit, et l'usufruit étant un droit personnel, il s'éteint avec votre décès et vos héritiers deviennent plein propriétaires. Donc effectivement, il n'y a pas de, ça rentrera pas dans l'actif successoral. Question de Hélène. Les taxes foncières et d'habitation sont à la charge du vendeur? Oui, Hélène. Les travaux pendant la durée de l'usufruit sont à la charge de l'acheteur. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, uniquement les gros travaux, structure, donc murs porteurs et toiture, uniquement. Ravalement de façade, tout ça, c'est pas pour vous. Question de Raphaël. Alors, la question, je vais juste défiler un peu vite. C'est un investissement que je vois plus pour quelqu'un déjà un peu lancé dans la vie, un jeune actif qui commence à se construire un capital,
n'aura pas plutôt intérêt à investir dans la brique pour un usage propre ou du locatif? La performance du locatif, vous l'avez déjà prise, puisque vous encaissez vos loyers. Non, le vrai distinguo, c'est est-ce que vous êtes tributaire d'un emprunt bancaire pour réaliser votre investissement et est-ce que vous avez besoin de loyer pour rembourser l'emprunt bancaire? À ce moment-là, oui, évidemment. Mais sinon, si c'est pour un placement de capital ou si vous avez une capacité d'épargne d'endettement disponible, ça convient à tout type de profil. Question de Wissam Farah. Travaillez-vous avec des banques ou faut-il souscrire soi-même le financement? On vous accompagne bien sûr sur la question du financement. On travaille avec un partenaire notamment qui est particulièrement qualifié pour à la fois les opérations en démembrement et la clientèle non résidente. Donc contactez-nous, il n'y a pas de sujet. Question de Théo. Quels sont les risques principaux? La non-visibilité sur une possible hausse du marché des loyers. Oui, enfin, vous les avez encaissés directement sous forme de réduction de prix, donc oui. Oui. Est-ce que vous pensez que les loyers vont beaucoup augmenter? Je mettais en lumière tout à l'heure le fait qu'ils étaient plutôt, la tendance était plutôt à les juguler, à les plafonner dans les grandes villes. Enfin, oui, effectivement, oui, on n'a pas de visibilité là-dessus. Alors, une dernière question et ensuite on doit malheureusement rendre l'antenne. Pouvez-vous expliquer l'article 606? C'est celui qui ventile les charges entre l'usufruitier et le nu propriétaire. C'est celui qui dit que vous ne payez que pour ce qui touche à la structure et à la toiture. Mais je vous invite à le consulter directement en ligne puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre disponibilité et votre participation à ce webinaire. Je vois qu'il y a eu beaucoup de participants et de questions. Vous allez évidemment recevoir la présentation par email, enfin le replay du webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, je reviendrai vers vous dans les jours à venir directement par mail. Merci à tous, au revoir et très bonne soirée.